merci d'être venu, vous êtes inscrits. Donc c'est Margot Courtois qui va venir nous présenter un petit peu son parcours et puis surtout ce qu'elle fait en thèse. Donc Margot, elle était lycéenne au lycée Louis Barthou, en première et en terminale. Ensuite, elle a fait prépa PCSI et PC, puis elle a intégré un magistère de physique fondamentale à Orsay, un M2 en astrophysique. Et aujourd'hui, elle est en thèse, elle va nous en dire un petit peu plus sur cette partie-là et puis nous présenter ce qu'elle a à nous dire sur les protoplanètes. D'un point de vue pratique, j'ai la liste sur laquelle vous êtes inscrits, à part les 803. Donc, on pouvait la faire passer, je vous demande de signer, alors c'est surtout pour les lycéens et ceux qui avaient cours à cet horaire-là. Mais voilà, je vous la fais passer, soyez pas surpris, préparez un petit stylo pour signer. Il n'y a pas beaucoup de place, sur ce côté vous pouvez signer à côté à droite, et ici j'ai rajouté de quoi signer du côté gauche. Voilà. Bonjour à tous. Comme vient de le dire Madame Modolo, je suis Margot Courtois. J'ai fait ma première et ma terminale ici au lycée de Barthou et je suis partie faire ma prépa PCSI et PC au lycée spatial à Orsay. À la fin de ma classe prépa, je savais que je ne voulais pas faire une école d'ingénieur. Alors j'ai rejoint un parcours universitaire et j'ai intégré le magistère de physique fondamentale de l'université Paris-Saclay, donc était aussi à Orsay. Et au cours de cette formation, j'ai eu la chance de faire 2 stages. L'un à la fin de mon année de M3, donc, que j'ai réalisé à l'Observatoire de Paris sur la caractérisation de la paire d'éclats pétageuses. Ce n'est pas le sujet de ce pourquoi je suis là aujourd'hui, donc si vous avez des questions, on en reparlera peut-être plus tard. Et à la fin de mon année de première année de master, j'ai réalisé un stage aussi de recherche à l'Institut d'astrophysique de Cologne en Allemagne. Et cette fois-ci, j'ai travaillé sur un sujet complètement différent. Et donc, c'était sur la caractérisation d'un objet particulier qu'on appelle un bow shock. C'est en gros une onde de choc qui est créée entre une étoile et le milieu environnant, qui crée une sorte d'arc autour de l'étoile, et ça permet de conclure quant à énormément de paramètres de cette étoile, de son environnement. Et en particulier ici, j'ai fait cette étude-là dans le centre galactique, donc dans le centre de la Voie lactée, qui accueille le trou noir supermassif Sagittarius A. C'était très formateur, et suite à mes 2 stages, j'ai su que je voulais continuer dans l'astrophysique, et j'ai intégré en M2 le master astronomie, astrophysique et ingénierie spatiale de l'Observatoire de Paris, que j'ai conclu par un stage de recherche de 3 mois à l'IRAP à Toulouse, pour travailler sur l'abondance chimique dans les galaxies elliptiques, qui sont des très grosses et très vieilles galaxies, et qui en disent beaucoup sur l'enrichissement chimique de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et cette étude a été menée en spectroscopie des rayons X. Donc aujourd'hui, je suis en thèse depuis 3 mois, et je travaille sur un sujet complètement nouveau pour moi. Et donc, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de vous faire comprendre les enjeux de ma thèse, en quoi ils s'inscrivent dans l'actualité scientifique, astrophysique, et une des grandes thématiques en astrophysique aujourd'hui, qui est les exoplanètes. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous faire un peu un recap général de ce que c'est l'astrophysique, parce que c'est très large, ça englobe énormément de domaines, de thèmes. Et j'aimerais pas qu'on sorte d'ici juste en pensant que si on est astrophysicien, on fait des exoplanètes, c'est pas vrai. Donc ensuite, je vais vous parler bien évidemment d'exoplanètes, de comment ça a été découvert, de la façon dont on détecte les exoplanètes, et faire un peu un panel de tous les types de planètes qu'on a découverts aujourd'hui. Et en particulier, ma thèse se tourne vers une méthode de détection qui est l'imagerie directe, donc c'est essayer de prendre en photo une exoplanète. Et en particulier avec le James Webb Space Telescope qui a été lancé en 2021 et un instrument particulier qui s'appelle MIRI, qui permet de détecter des objets qui émettent principalement en infrarouge moyen et qui utilise une technologie particulière de détection dont je vous parlerai plus tard qui s'appelle la tournographie.
Donc déjà, j'aimerais juste discuter avec vous de, selon vous, qu'est-ce que c'est l'astrophysique? Est-ce que vous avez des idées d'objets, de méthodes, de ce qu'on fait quand on fait de l'astrophysique ou pas? S'il vous plaît, aidez-moi et répondez-moi. Oui. Moi, je pense que l'astrophysique, c'est peut-être l'étude de ce qui est en dehors de la Terre et dans l'espace. Ouais, tout à fait. Et dans l'espace, il y a un grand nombre d'objets et donc l'astrophysique, ça regroupe toute l'étude des objets en dehors de la Terre, comme tu l'as très bien dit. Donc des petits corps célestes à les plus grandes structures de l'univers, donc les galaxies, les amas de galaxies, etc. Un thème particulier de l'astrophysique, c'est d'essayer de retracer l'histoire de l'univers depuis le Big Bang. C'est la cosmologie en fait, et c'est encore quelque chose qui est assez mal connu, et je vais essayer de vous expliquer en quelques mots, mais ne nous posez pas trop de questions s'il vous plaît. Aussi, j'aimerais vous montrer à quel point l'astrophysique, c'est un domaine très très large en termes de notions physiques qui sont abordées. En fonction du thème sur lequel on travaille, des méthodologies qu'on applique, on va vraiment utiliser un très grand nombre de domaines, de notions physiques. Et je ferai un petit panel en particulier pour les prépas pour que vous ayez une motivation à continuer en astro après. Et après, on parlera un peu des différents domaines de l'astrophysique. Donc j'en reviens aux différentes échelles. C'est une notion assez importante en astro, de part parce que pour observer des objets de différentes tailles, on va utiliser des instruments très différents. Donc, tout ce qui concerne la planétologie et les petits corps, on va utiliser des instruments au sol, parce que c'est des objets qui sont souvent pas très loin et assez petits. Donc, c'est assez facile de les observer, même avec un télescope amateur, c'est facile d'observer des comètes ou d'autres planètes, etc. Donc, on est sur des rayons de l'ordre du kilomètre à quelques milliers de kilomètres. Après, on a des étoiles qui sont beaucoup plus loin, beaucoup plus grosses, et il y a des étoiles qui font la taille du Soleil, qui est déjà énorme, et des étoiles qui font 1000 fois la taille du Soleil. Il y en a même qui sont encore plus grosses. Et lorsque les étoiles, par gravité, elles se rassemblent, elles vont finir par former des amas d'étoiles. Ces amas d'étoiles, par gravité, ils vont continuer à s'assembler ensemble pour finir par former des galaxies qui, elles, sont gigantesques, mais ce n'est pas les structures les plus grandes de l'univers. Les structures les plus grandes de l'univers, c'est les amas de galaxies, qui sont des rassemblements de galaxies. Toutes les galaxies, en fait, interagissent entre elles par gravitation. Et on dit que c'est les systèmes astrophysiques les plus gravitationnellement liés entre eux. Et c'est comme ça qu'elles constituent les plus grandes structures de l'univers. Et chaque amas de galaxies, tous les amas de galaxies sont reliés entre eux par des filaments qui créent ce qu'on appelle la toile cosmique. Et en fait, tous les éléments de l'univers sont reliés par cette toile cosmique. Et ici, vous avez la taille de l'univers tel qu'on la connaît actuellement. C'est une image obtenue par le télescope Planck qui a réussi à observer la première lumière de l'univers qu'on a détectée jusqu'à aujourd'hui et qui remonte à quelques minutes après le Big Bang. Et c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et aujourd'hui, on connaît des zones de surdensité dans ce fond diffus cosmologique qui forment les galaxies, les amas de galaxies, etc. Donc maintenant, je vais essayer de vous parler un peu de l'histoire de l'univers, comme je vous l'ai dit. L'univers, à un temps t égale 0, il est apparu. Et il était extrêmement chaud et extrêmement petit. Et on estime qu'entre 10 puissance moins 36 et 10 puissance moins 32 secondes, il y a eu une phase d'inflation au cours de laquelle l'univers a grandi, est entré en expansion. Et lorsque l'univers entre en expansion, il va devenir moins dense, donc il va se refroidir. Et à partir d'un moment, on va pouvoir avoir rassemblement de particules élémentaires qu'on appelle les quarks. Ces quarks vont se rassembler pour former des neutrons et des protons, qui forment les premières structures des atomes. Mais attention à ce stade, on n'a pas d'atomes, on a uniquement les noyaux des atomes, ce qui rend l'univers encore très instable et il reste très chaud.
Pendant un certain temps, il continue à s'agrandir, donc il continue à se refroidir, et on arrive à la nucléosynthèse primordiale, où l'univers devient assez froid pour réussir à rassembler les électrons et les noyaux qui se sont formés bien avant. Et donc on a un univers qui commence à devenir un petit peu stable, on espère pouvoir observer de la lumière, mais c'est encore très chaud, et par des mécanismes de diffusion de la lumière, notamment la diffusion Thomson, c'est encore très difficile de réussir à observer la lumière, et à partir d'un certain temps, eh ben, l'univers est assez froid, alors la lumière commence à être un peu plus libre de se propager, et on observe le fondification cosmologique, et c'est l'image que je vous ai montrée avant. Et donc c'est la première lumière qu'on a aujourd'hui de l'univers. Puis après, il y a eu une période d'âge sombre où l'univers était encore très chaud, et par gravité, les différents éléments matière ont fini par créer des zones de surdensité. Et ces zones de surdensité, par gravitation, elles ont fini par s'assembler entre elles. Ça a créé des effondrements gravitationnels. Et par fusion des noyaux qui existent déjà, on a la formation des premières étoiles et création au fur et à mesure de l'univers moderne, avec toujours cette histoire de gravité qui va l'emporter sur les autres interactions. Si vous avez des questions sur ça, je ne saurais pas trop vous répondre, je pense. Donc maintenant, je vais faire un petit point avec vous sur tout ce qu'on fait en astrophysique et toutes les notions qu'on travaille. Et je suis un peu traumatisée de certaines matières en prépa, notamment l'algèbre linéaire. Je vous jure que c'est hyper utile. Surtout pour des méthodes d'analyse de données en astro, on utilise énormément d'algèbre linéaire. Et lâchez pas le morceau, c'est vraiment important, et je regrette de ne pas avoir plus travaillé ce cours, je crois. Et puis après, en physique, on travaille sur énormément de sujets différents. La mécanique des fluides, c'est très important pour tout ce qui va être étude du milieu interstellaire. La mécanique quantique, ça va être très important sur tout ce qui va être effondrement d'étoiles à neutrons, tout ce qui est objet compact. Dans le trou noir, il y a énormément de mécanique quantique aussi. L'électromagnétisme, bon, pour faire de l'astrophysique, on reçoit de la lumière, alors vous vous doutez bien que l'électromagnétisme, c'est important. L'optique ondulatoire et l'optique géométrique, ça va être très important en tout ce qui concerne l'étude de l'instrumentation et l'amélioration des performances des télescopes d'aujourd'hui. Et la thermodynamique, c'est très utile en planétologie, par exemple, ou en physique stellaire aussi. Et en maths, bon, on résout toujours des intégrales et on fait toujours des stats et des probas, c'est toujours très utile. Donc je vais vous parler un peu des différents domaines de l'astro maintenant. Aujourd'hui, on essaye d'observer dans le plus de longueur d'onde possible pour pouvoir avoir accès à un maximum d'informations sur les différentes sources de lumière qu'on peut observer. Et la façon d'obtenir de la lumière, c'est de créer des télescopes. Donc on a des télescopes spatials, comme le James Webb Space Telescope, des télescopes au sol. Donc là, ici, c'est le télescope ALMA, qui va être dans un désert au Chili. En fait, c'est un interféromètre. Et il faut savoir que plus on fait des grands télescopes, plus on va collecter des photons qui viennent de l'univers. Et donc, plus ça va être facile de reconstruire des images de l'information qui nous parvient. Sauf que construire un très grand télescope de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, c'est très compliqué, ne serait-ce qu'en termes de mécanique. Et donc pour ça, aujourd'hui, on crée des télescopes interférométriques où en fait on assemble des télescopes entre eux pour créer un télescope immense, mais séparé en plein de télescopes différents. Et après, par des méthodes de reconstruction d'images, d'interpolation, etc., on arrive à recréer une image continue à partir de cette distribution discrète un peu de télescopes. Donc en instrumentation, on va toucher à tout ce qui est physique des détecteurs, physique des miroirs, de l'interférométrie, comme je viens de vous le dire. Puis à l'observation. C'est le moment où on va choisir ce qu'on veut observer réellement. Est-ce qu'on veut connaître la composition chimique d'un objet? Si on veut, alors on va préférer faire de la spectroscopie plutôt que de l'imagerie.
Si on veut faire de l'imagerie pour connaître la structure d'un objet, bah, alors dans ce cas-là, on va faire de la photométrie. Et après, il faut toujours choisir, il faut toujours savoir où notre objet se situe dans le ciel. Et mine de rien, c'est quand même très compliqué de faire ça. Et il y a des gens qui travaillent toute leur vie sur savoir comment connaître les coordonnées de certains objets dans le ciel. Et en particulier, c'est tout ce qui se trouve autour de la mécanique céleste. Donc voilà pour cette thématique. Et après, il y a tout ce qui est modélisation, analyse de données. La plupart des gens qui font de la recherche en astrophysique touchent à ça, parce qu'il y a un moment donné où, pour réussir à trouver des paramètres qui nous intéressent dans une image ou dans un spectre, eh ben, il va falloir qu'on crée un modèle, parce qu'un spectre c'est gentil, mais s'il y a une raie à 11,4 microns, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc pour ça, on crée des spectres à partir de théories, et les théoriciens, c'est des gens un peu à part. Donc moi, pendant ma thèse, je vais principalement toucher à ce qui est instrumentation, observation, modélisation et analyse de données. Et puis, je donnerai mes résultats aux théoriciens et ils se changeront du reste. Donc actuellement, je fais une thèse à l'Observatoire de Paris, donc, dont le bâtiment principal est celui qui est situé en haut à gauche. Et je suis encadrée par 3 astrophysiciens, Anthony Bocaliti au LIRA, donc là où je travaille actuellement, Éric Pantin au CEA et Laurent Troyot au SPSCI, qui est l'institut qui détient la mise à jour continue du James Webb Space Telescope. Et il se trouve qu'une partie du SPSCI a donné de l'argent pour ma thèse, donc je me dois d'aller travailler chez eux pendant 1 an et demi. Donc je vais passer de ce bâtiment à Baltimore. Et le sujet de ma thèse, c'est de détecter et de caractériser des protoplanètes avec donc le JWST. Tout d'abord, je vais faire un débriefing sur ce que c'est les exoplanètes. Je pense que tout le monde ici sait ce qu'est une exoplanète, ou pas. Tout le monde sait? Non, pas vraiment. Ok. Les exoplanètes, c'est toutes les planètes qui sont situées en dehors du système solaire. Et il faut savoir que toute planète naît d'une accrétion de matière, d'un disque qui va être créé par une étoile. Donc une planète est forcément autour d'une étoile, forcément en orbite autour d'une étoile. Donc maintenant, quand je vais parler de système, ça signifiera étoile plus planète. Voilà. La première exoplanète, elle a été découverte en 1995 par 2 chercheurs suisses, Didier Queloz et Michel Mayor, pendant qu'ils observaient à l'Observatoire de Haute-Provence, qui est ici, qui est situé dans la Drôme. Et ils faisaient des observations en spectroscopie, avec le spectroscope Elodie. Et c'est eux qui ont réussi à détecter par ce signal la première exoplanète. Et c'est la première réponse instrumentale qui nous permet d'affirmer qu'en effet ce signal nous permet de dire qu'il y a une exoplanète autour de l'étoile 51 Pégasus. Et une convention particulière dans la thématique des exoplanètes, c'est que la planète va prendre le nom de son étoile suivi d'une lettre. Donc là, l'étoile c'est 51 Pégasus, alors la planète c'est 51 Pégasus B. Peut-être qu'il y a A, je ne sais pas. Et aujourd'hui, donc cette découverte, ça a été un peu une révolution. Et il y a énormément de moyens qui ont été donnés dans cette thématique de recherche. Et aujourd'hui, il y a plus de 6000 exoplanètes qui ont été détectées et confirmées par plein de télescopes différents, donc que ce soit le VLT, à part la mer de Chili, qui est le plus grand télescope au sol du monde, et qui observe dans des longueurs d'onde qui va du visible jusqu'au mid-infrarouge. Et on a aussi des télescopes interférométriques en radioastronomie, comme ce télescope-là, NIMFAR, qui est situé sur le site de Nancy, qui est le plus grand site de radioastronomie en France et en Europe, et qui appartient aussi à l'Observatoire de Paris. Alors, je vais vous faire une petite explication des différentes méthodes de détection pour trouver une exoplanète. Donc, comme je vous l'ai dit, une planète, elle tourne autour d'une étoile. Et certes, l'étoile est beaucoup plus lourde que la planète, mais du fait de cette interaction entre ces deux objets, le barrisson du système étoile plus planète
ne va pas être au centre de l'étoile. Donc si on trouve une étoile qui accueille une grosse planète, alors le barycentre sera très décalé du centre de l'étoile et on espère pouvoir voir un mouvement de l'étoile autour de ce barycentre-là. Et c'est ça qu'on essaye d'observer en vitesse radiale. Et je crois que cette petite animation montre assez bien comment l'étoile peut bouger autour de son étoile. Wow, comment l'étoile peut bouger autour du barycentre, pardon. Et ce mouvement-là, on va le détecter en spectroscopie par effet Doppler. Lorsque l'étoile va s'éloigner de la ligne de visée de son observateur, alors l'étoile va nous paraître plus rouge, donc les longueurs d'onde du spectre vont toutes se décaler vers les grandes longueurs d'onde. Et quand l'étoile va se rapprocher de nous, donc au moment où elle a fait une orbite complète, elle va se rapprocher de nous, et dans ce cas-là, toutes les longueurs d'onde du spectre vont se décaler vers le bleu. Et c'est exactement ce qu'on voyait dans ce spectre-là. Au cours des jours, par effet Doppler, donc vous savez qu'en mesurant une longueur d'onde et une différence de longueur d'onde, on peut remonter à la vitesse d'un objet. Et bien là, c'est exactement ce qui est mesuré. Ici, vous avez la vitesse, et ici, vous avez les jours. Et donc, pour cette planète-là, 51 Pégasus B, on voit bien qu'au cours des jours, il y a eu une différence de vitesse qui a été observée par un mouvement du spectre en longueur d'onde. Donc ça, c'est une des premières méthodes d'observation, de détection des exoplanètes, qui est donc une méthode indirecte parce qu'on ne voit pas l'exoplanète. Et c'est le cas aussi des transits. Alors là, je vais essayer de... Oula, c'est pas du tout ça. Ok. Ah. Est-ce que ça bouge ou pas? Pas du tout. Ok, ça ne marche pas. Bon, je vais vous expliquer avec les mains alors. La méthode du transit, c'est observer un système toujours étoile plus planète par la tranche du système. En fait, on veut observer une éclipse. On veut observer une éclipse de la planète par l'étoile pour essayer à un moment donné, lorsque la planète va passer devant l'étoile, le flux de l'étoile qu'on observe va diminuer. Et on mesure ça en traçant une courbe de lumière de l'étoile. Donc c'est toujours une méthode indirecte, on se concentre sur l'étoile qui accueille la planète, on mesure la luminosité de l'étoile au cours du temps, au cours de l'éclipse, et il y a un moment donné, au moment du transit de l'étoile devant la planète, où la luminosité va chuter. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est passé devant la planète. Alors vous allez me dire, il peut y avoir d'autres objets qui passent devant l'étoile, c'est vrai, mais c'est pour ça que les transits ils sont mesurés sur une période... par exemple, on sait qu'autour d'une certaine étoile, une planète va passer devant l'étoile au mois de mars. Alors, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, au mois de mars, on va réobserver pour voir si ce phénomène il va se reproduire ou pas. Et c'est comme ça que la détection d'exoplanètes va être confirmée. Et donc, c'est aujourd'hui, je pense, la technique la plus utilisée pour détecter les exoplanètes. Mais c'est aussi assez biaisé comme observation parce que pour espérer voir une baisse de luminosité, il faut que la planète soit quand même assez grosse. Parce que si vous avez un tout petit point par rapport à la planète qui passe devant l'étoile, la différence de luminosité, surtout qu'il y a toujours des incertitudes dans les mesures de luminosité, si votre baisse de luminosité est plus petite que la taille de vos incertitudes, on ne peut pas affirmer avoir détecté une exoplanète. Donc ces deux méthodes-là, c'est des méthodes assez biaisées, je reviendrai après dessus. Et la grande nouveauté ces dernières années, c'est l'imagerie directe à haut contraste. Et en fait, c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir faire de la spectroscopie des atmosphères des exoplanètes pour pouvoir mesurer leur composition chimique. Et aussi pour pouvoir comprendre comment sort une planète, parce que c'est une question qui n'est toujours pas résolue et qui est une des grandes questions fondamentales aujourd'hui. Donc cette technique est de plus en plus importante, mais c'est très difficile d'observer en imagerie. Je reviendrai dessus après. Et c'est sur cette méthode-là que se porte ma thèse. Donc je vous ai dit avant que c'était des méthodes
détection très biaisée. Donc ici, il faut que les planètes soient assez massives, parce que sinon, on ne voit pas le mouvement de l'étoile autour du barycentre qui est un petit peu décalé du centre de l'étoile. Pour la méthode des transits, il nous faut des grosses planètes et assez proches de leur étoile, parce qu'on ne va pas observer un transit si l'étoile est située à 100 années-lumière si la planète est située à 100 années-lumière de son étoile, eh bien, le transit va durer des années et on n'a pas le temps. Du coup, il faut des grosses planètes proches de leur étoile. Et cette méthode-là, il faut des planètes très lumineuses, et les planètes très lumineuses, c'est des planètes très chaudes, et c'est des planètes très jeunes. Donc les planètes vieilles, on ne peut pas les observer. Donc aujourd'hui, on a un résumé un peu de toutes les observations d'exoplanètes par ces trois méthodes-là. Donc vous voyez qu'ici, la majeure partie des exoplanètes sont détectées par la méthode du transit primaire. La méthode du transit secondaire, c'est juste quand la planète est tellement grosse, on arrive à détecter une baisse de flux quand la planète passe derrière l'étoile. Parce que par lumière diffusée, on arrive à voir que le halo de lumière de l'étoile diminue aussi. La méthode en imagerie directe, comme je viens de vous le dire, on a des planètes très massives et souvent c'est corrélé à la masse des planètes est corrélée à la taille des planètes. Donc par ici on a imagerie directe et ici on a vitesse radiale. Donc vous voyez que toutes ces planètes-là, donc un peu éloignées de leur étoile et pas trop massives, c'est très difficile de les observer et pourtant c'est là que vont se trouver les protoplanètes, donc les planètes en formation, et qui pourraient nous donner des indications sur comment se forment les planètes. J'ai une petite question. Est-ce que je peux poser une question? Oui. La Terre, elle se place où du coup sur ce graphique? Si on devait la placer. Alors ici on a un axe en masse de Jupiter. Ouais, c'est ça. Donc ici on a une masse de Jupiter et la Terre, je pense qu'elle se trouve à 10-3 Okay. de masse de Jupiter. Donc on arrive quand même à détecter des exoplanètes qui sont du même ordre de grandeur que la taille de la Terre. Par ce méthode type des de- transits, je pense que si l'étoile qu'on observe n'est pas trop loin, c'est possible de détecter des planètes pas trop massives. Okay. Une question, c'est quoi il y en a une, c'est l'étoile Ah oui, j'en reparlerai après, mais c'est une bonne question. Le James Webb a réussi à détecter la planète la plus froide en imagerie directe cette année par l'équipe avec laquelle je travaille, qui était WA7. C'est une planète qui fait 350, qui a une température de 350 Kelvin et qui fait quasiment la masse de Saturne, donc bien plus faible qu'une masse de Jupiter. Et si tu vois sur le graphe, c'est la première planète détectée en imagerie directe en dessous de masse de Jupiter. Voilà. C'est un peu un des gros résultats de l'imagerie directe et un des espoirs du James Webb. Donc ma thèse porte sur l'imagerie directe, qui, comme je vous l'ai dit, est la seule méthode de détection, de pouvoir étudier les propriétés chimiques, les propriétés photométriques, essayer d'établir des contraintes sur les mécanismes de formation des planètes. Et cette technique a quand même des gros points noirs, notamment le fait que l'étoile, elle a une luminosité qui est entre 1 million à 1 milliard de fois plus élevée que la planète qu'elle accueille. Donc vous vous doutez bien que si vous êtes à Pau, que vous voulez observer un ver luisant qui est à côté d'un spot d'un phare à Biarritz, ça va être un peu compliqué. Et c'est un des gros problèmes de cette technique-là. Et une des solutions, c'est une méthode qui s'appelle la coronographie et qui essaye de masquer le flux de l'étoile pour pouvoir voir ce qu'il y a autour. Donc je reviendrai un peu sur la technique de la coronographie après, mais c'est la seule façon en fait, de réussir à observer des exoplanètes proches de leur étoile. Aussi, il y a un problème de taille des télescopes qui parfois nous empêche de réussir à résoudre deux points. Donc si vous regardez très très loin et que vous avez une planète proche de son étoile, alors sur votre télescope ça va apparaître comme deux taches. Et plus vous vous éloignez, plus ces deux taches elles vont se rapprocher. Et c'est le principe de résolution en instrumentation, et c'est pour ça qu'on essaie de faire des télescopes de plus en plus grands.
c'est pour pouvoir résoudre des objets de plus en plus petits et les séparer angulairement entre eux. Et donc aujourd'hui, on a des télescopes qui font 8-10 mètres, il y en a un qui fait 40 mètres qui est en construction, et on espère pouvoir observer des objets de plus en plus rapprochés les uns des autres. Et notamment pour des systèmes comme les protoplanètes qui sont en formation, donc entourés de plein de matière et proches de leur étoile, ce genre de télescope très grand est très utile. Et aussi, quand on observe du sol, depuis le sol, il faut traverser l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, il y a énormément de turbulences. Et donc, il a fallu mettre au point des techniques, nouvelles, dont l'optique adaptative, qui est en fait une histoire de redressement des miroirs au cours du temps en fonction des turbulences atmosphériques qu'on mesure. C'est très utilisé aujourd'hui, notamment en VLT, avec un instrument qui s'appelle SPHERE. Et sans ça, c'est très très difficile d'observer des petits objets faibles en luminosité et proches d'un objet très lumineux. Donc voilà pour les difficultés de cette technique. Donc juste pour revenir sur le problème de contraste planète-étoile. Donc vous imaginez bien que vous avez une étoile avec une planète qui tourne autour, et nous on veut observer ce système. Votre étoile, ce n'est pas un point source qui va émettre un gros spot de lumière sur 3 mètres de diamètre. Elle va émettre très très loin et son halo lumineux va s'étendre sur des distances de plusieurs centaines d'années-lumière. Et quand on arrive à mettre un masque sur cette étoile, on arrive à masquer une grosse partie de la luminosité. Et si la planète est assez brillante, alors on peut réussir à la détecter. Sauf que nous, on veut toujours faire mieux, et donc on veut observer des systèmes de plus en plus proches de l'étoile. Et sauf qu'avec un masque comme ça, il y a un moment donné où on va être limité par la taille du masque. Parce que si l'étoile elle est assez proche, si la planète est assez proche de l'étoile et se trouve dans le masque, alors là, on s'impose une difficulté supplémentaire. Et donc c'est pour ça que le JWST, notamment avec son instrument MIRI, va essayer de révolutionner la détection d'exoplanètes en imagerie directe et en coronographie, parce qu'il y a une technologie de coronographie qui a été développée par un chercheur de l'Observatoire de Paris dans les années 2000, qui est la coronographie 4 cadrans. Ça va être un peu technique, accrochez-vous parce que c'est vraiment intéressant, je vais essayer de bien vous l'expliquer. Vous avez la lumière qui arrive dans votre télescope, donc c'est la pupille du télescope. Vous avez tous fait un peu d'optique. Quand la lumière elle arrive sur le miroir du télescope, elle va être transmise au plan focal. Au niveau de ce plan focal, il y a déjà eu de la diffraction à cause de l'entrée de la lumière dans le télescope. Donc au niveau du plan focal, on va avoir une figure de diffraction, une tache d'iris. Et là, on veut masquer le point central de cette image qui est le flux de l'étoile. Donc on va mettre un masque 4 cadrans, c'est le coronographe qui veut masquer le flux de l'étoile. Et ce coronographe-là, il est basé sur une différence de phase séparée en 4. Et en fait, l'idée, c'est de créer des interférences destructives. Donc si on crée des interférences destructives, on veut appliquer une différence de phase de pi. Et donc, chaque diagonale du 4 cadran va avoir la même phase, mais 2 à 2, les côtés adjacents vont être déphasés de pi. Et vous voyez bien qu'en passant par ce masque, alors on réduit énormément le flux du point central. Et donc, on récupère le flux, et on va appliquer un diaphragme ici pour récupérer une forme bourgonnée. Et après, sur le détecteur, on récupère notre image de science. Donc, on va résumer tous les critères qui permettent la détection d'exoplanètes en imagerie directe. Les exoplanètes, elles émettent principalement en infrarouge, que ce soit en infrarouge moyen ou en infrarouge moyen. On va observer différents types d'exoplanètes, mais généralement, si on observe dans l'infrarouge, on a plus de chances d'observer des exoplanètes. Il faut avoir une sensibilité suffisante pour détecter des exoplanètes à faible flux, c'est-à-dire qu'il faut refroidir un maximum les détecteurs de nos télescopes pour éviter tout ce qui va être bruit thermique, bruit de lecture, bruit de photon, etc.
Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir résoudre deux points différents entre une étoile et une planète, il faut qu'on ait une résolution spatiale suffisante pour séparer le système, des images non perturbées par les turbulences atmosphériques et la coronographie pour masquer le flux central de l'étoile, sans quoi on ne peut pas observer notre planète. Et bien, il se trouve que MIRI du JWST regroupe beaucoup de ces critères. Il a des détecteurs refroidis à 6 Kelvin. Il se trouve dans l'espace, donc on n'a pas de problème de turbulence atmosphérique. Le diamètre du JWST, c'est 6,5 mètres. Donc c'est même très compétitif avec les télescopes qui sont au sol et qui font aujourd'hui 8-10 mètres. Et on a ce fameux 4 cadrans qui nous permet d'observer des étoiles proches de leur étoile tout en gardant notre sorte de coronographie. Et bien, il se trouve qu'avec les premiers cycles d'observation de MIRI, on a fait des observations en proche infrarouge et en infrarouge moyen, et on a trouvé des exoplanètes. En haut, vous avez des... Non, alors ici, vous avez le premier système d'exoplanètes détecté en imagerie directe, qui a été redétecté avec MIRI du JWST, et c'est un système composé de 4 planètes, qui sont vachement bien résolues. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve cette image très belle. Là, c'était WA7 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on voit bien le masque du corono ici, avec la planète qui est notée CCDF1. Et après, vous avez différents types d'étoiles, enfin différents types d'exoplanètes ici. En proche infrarouge, on détecte des planètes jeunes, des planètes chaudes, qui sont inclus dans des disques de débris stellaires. En gros, c'est le fait que l'étoile a fini sa formation, les planètes sont formées, mais par gravité, l'étoile elle garde quand même de la matière autour d'elle. Et c'est ce qu'on appelle les disques de débris. En infrarouge moyen, on espère détecter des planètes plus froides, ça a été fait avec TWA7, des planètes plus anciennes, parce qu'elles émettent moins de flux, et des protoplanètes. Alors il se trouve que les protoplanètes, elles sont en formation, donc elles accrètent de la matière, donc elles sont probablement incluses dans un disque qui constitue en fait la matière qui constituera la planète au final. Donc un des gros objectifs, c'est d'observer des systèmes très jeunes, encore en cours de formation, et qui permettraient de caractériser la phase d'accrétion de la matière en planétésimaux. Ça, c'est une vue d'artiste d'un disque protoplanétaire avec l'étoile centrale. Et en fait, on aimerait bien observer ça. Il se trouve qu'il y a 2 protoplanètes seulement qui, à ce jour, ont été détectées, pas avec le James Webb, mais avec un instrument qui s'appelle SPER, du VLT, et qui est constitué d'optique adaptative pour s'affranchir des turbulences atmosphériques dont j'ai parlé tout à l'heure. On a ce disque-là, avec la planète qu'on voit très bien ici, et ce disque-là, avec la planète qu'on voit ici, qui a été détectée en septembre, je crois. Donc c'était vraiment tout récent. Et dans les 2 cas, si vous faites bien attention, eh bien, on arrive à observer à chaque fois qu'il y a une cavité qui se forme autour de la planète. Il y a un moins de flux du disque. Et donc, une des théories, c'est où est passée la matière de ce disque? Et bien, dans la cavité, il y a une planète. Donc, c'est la planète qui a récupéré toute la matière qui était ici. Donc, on essaye d'observer des disques protoplanétaires. Parce que les disques protoplanétaires, on arrive à les observer. Ce qu'on n'arrive pas à observer, c'est les planètes dans les disques. Parce qu'elles rayonnent moins que le disque en lui-même. Et donc, on essaye d'observer des disques avec des cavités. Donc, les nouvelles difficultés qui se posent aujourd'hui dans la détection de protoplanètes, c'est le fait que des systèmes très jeunes, ils sont donc composés de l'étoile. L'étoile, si elle est très jeune, elle n'a peut-être pas fini d'accréter sa matière de formation, donc elle a encore un disque circumstellaire qui rayonne énormément en infrarouge. Les régions internes des disques circumstellaires, donc très proches de leur étoile, vont être extrêmement brillants, ce qui fait que quand ça va passer dans le télescope, ça va créer des figures de diffraction encore plus importantes que celles qu'on connaît déjà. Et ces figures de diffraction-là, on veut absolument s'en affranchir parce qu'avec cette luminosité, on ne va jamais pouvoir réussir à détecter une exoplanète ou alors le disque circumplanétaire qui va constituer la protoplanète. Et donc l'idée, c'est un des grands enjeux de mon travail, c'est pour détecter une protoplanète, il faut réussir à caractériser au mieux le disque qui entoure l'étoile,
ce qui implique de modéliser la figure de diffraction créée par le télescope pour les régions internes du disque très proche de l'étoile. Et c'est en ça que dans ma thèse, je vais faire beaucoup d'instrumentation aussi, parce que je vais devoir modéliser les figures de diffraction et du coronographe qui constituent le MIRI du JWST. Et affiner, il faudrait essayer de reprendre des disques protoplanétaires qui ont été observés dans d'autres programmes. Donc ça, c'est le programme EXO-ALMA. ALMA, c'est l'interféromètre que je vous ai montré au tout début, qui a réussi à observer de très nombreux disques protoplanétaires, ils n'ont pas observé les planètes, mais on arrive à deviner des cavités par-ci par-là. C'est pas très clair. Mais... Donc ici, on a une cavité sur celui-là. Sur J1615, on a une cavité très loin de l'étoile. Et sur Sicha, je vous l'ai montré déjà. Et ici, on a une cavité aussi assez éloignée de l'étoile. Donc, mon objectif, c'est de réussir à modéliser les figures de diffraction de MIRI, d'observer ces disques protoplanétaires avec le JWST, et au final, de trouver s'il y a des planètes dans ces cavités, et si cette modélisation des protoplanètes et cette théorie de formation des planètes serait ou non confirmée. J'espère avoir été assez claire et merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ça concernerait plutôt la méthode de vitesse radiale. On a vu que la méthode de vitesse radiale était utile pour une seule planète. On fait comment quand on a un système avec plusieurs planètes? Parce que dans ces cas-là, le barycentre, est-ce qu'il va être mobile, est-ce qu'il y a des modifications? Alors il se trouve que, en fait, si ton étoile elle est constituée d'un système, je crois que je vais réfléchir avec toi parce que je ne sais pas trop la réponse. Mais si ton étoile elle est toute seule avec sa planète, alors on s'attend à ce que les oscillations autour de l'étoile ce soit sinusoïdal, que ce soit complètement périodique, oui, parce que de toute façon ton étoile elle va tourner toujours de la même façon que l'autre barycentre, je pense. Mais on s'attend à ce que ce soit sinusoïdal. Et quand on voit ça, à mon avis, il y a des perturbations ailleurs, et je pense que la déformation de la sinusoïde serait due à la présence d'autres planètes, et d'ailleurs elle s'appelle B, donc je pense qu'il y a A quelque part. Voilà. J'ai une question depuis toujours, ça va peut-être pas être nouveau, moi je n'ai pas fait physique à haut niveau. On dit de l'univers qu'il est en expansion permanente. Et ma question depuis toujours, s'il est en expansion, il est en expansion sur 3. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'est pas pour l'instant en J'avais dit que je n'ai pas de questions sur ça. Mais en expansion, si c'est une façon de penser. En expansion par rapport à quoi, vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire, tu sais, il grandit. Je me dis qu'il grandit sur quelque chose, mais peut-être que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Ah. Voilà. Il gagne pas vers l'extérieur. Non, mais il y a une chose, c'est il y a des interactions qu'on connaît mal aujourd'hui. On sait que la matière qu'on observe, la matière lumineuse, c'est 10% de la matière qui compose l'univers. Donc il y a toute cette histoire de matière noire, d'énergie noire, qui joue un rôle très important dans tout ce qui est système lié gravitationnellement. Et alors pourquoi la matière noire fait que l'univers s'étend, je ne sais pas, mais je pense que si toute cette matière noire s'étend par rapport à je ne sais quoi, alors la lumière, la matière lumineuse qu'on arrive à observer gravitationnellement liée, qui est aussi gravitationnellement liée à la matière noire, va suivre ce mouvement. Donc peut-être que la matière lumineuse suit ça. C'est très douteux, je sais. Oui. Tu parles d'un fois. Ça sert à quoi? En fait, ce serait cool de savoir comment elle s'est formée la Terre. Oui. Bon voilà. Donc si on arrive à observer des... Enfin, la Terre, elle a fini d'être formée. Donc si on arrive à observer des systèmes qui sont en formation, on se doute qu'à un moment donné, la planète finale,
elle va accréter de la matière de quelque part. Et ce quelque part, c'est la matière qui constitue le disque autour de l'étoile haute. Et c'est pour ça que observer des protoplanètes, des planètes qui sont toutes jeunes, quoi, qui viennent de commencer à accréter de la matière du disque circumstellaire, ça nous permettrait d'observer des mouvements d'accrétion qui nous donneraient des idées, des différents mécanismes qui nous pousseraient à créer des théories, des modèles pour au final comprendre tout le processus de cette formation de gaz. Moi, je voudrais bien savoir ce qu'on appelle une étoile jeune. Ouais. Et la deuxième question, c'est la vue d'artiste. Qu'est-ce que c'est la vue d'artiste? Ah oui. Les étoiles, elles sont créées par fusion principalement d'hydrogène. En tout cas, au début, elles sont créées par fusion. Et au cours de leur vie, donc, il y a de l'hydrogène, il va fusionner, et à un moment donné, on va atteindre une température critique qui fait que l'oxygène va arrêter de fusionner, et c'est d'autres éléments qui vont entrer en fusion. L'hélium, pas le lithium, mais ça va entrer en fusion jusqu'au fer. Et la vie des étoiles, elle est retracée par un diagramme qu'on appelle le diagramme HR, qui veut dire Hertzsprung-Russell, je crois. C'est le monsieur qui a mis ça en place. Et en fait, il trace toute la vie de l'étoile au cours de sa fusion d'hydrogène. Et il se trouve que au cours de la fusion d'hydrogène, l'étoile, elle va être donc jeune au début, et elle va émettre beaucoup de lumière. Elle va devenir de plus en plus lumineuse et de plus en plus massive. Et à un moment donné, elle va sortir de ce qu'on appelle la séquence principale, donc elle va sortir de la fusion de l'hydrogène pour prendre une voie complètement différente. Alors elle peut devenir supergéante rouge, elle peut devenir supergéante bleue, elle peut devenir naine blanche si jamais elle est instable et que son noyau s'effondre immédiatement. Donc en fait, une étoile jeune, c'est une étoile qui va entrer dans la séquence principale, dont l'hydrogène va entrer en fusion. Et c'est toujours une durée similaire pour toutes les étoiles? Non, ça dépend. Si l'étoile elle sort rapidement de la séquence principale, elle va entrer dans un régime instable. Et donc sa durée de vie va être beaucoup plus courte que celle des supergéantes rouges qui sortent très tard de la séquence principale et qui ont une durée de vie plusieurs milliards d'années. Et la vue d'artiste? Et la vue d'artiste. La vue d'artiste, en fait, c'est basé sur cette histoire de cavité. Donc on a l'étoile, on a les disques circumstellaires de l'étoile, qui est plus ou moins gros en fonction de la taille de l'étoile, de la taille et de la masse de l'étoile elle-même. Et là, je crois qu'ici, l'idée c'était juste de reproduire cette histoire de cavité et d'essayer d'expliquer comment et pourquoi, dans ces cavités, on s'attend à trouver une exoplanète. Et je crois que c'est simplement basé sur des observations déjà mises en place. Mais c'est un terme scientifique, la vue d'artiste. La vue d'artiste, oui. Merci beaucoup. Moi j'avais une question. Avant que vous commenciez, je pensais que les exoplanètes c'était des planètes justement sans étoiles. Et du coup non. Mais je crois que ça existe, les planètes, je sais pas comment ça s'appelle, du coup, parce que vous avez les planètes qui vont quitter une orbite. Et du coup, la question est, est-ce que, du coup, je sais pas mais est-ce que les techniques d'observation sont les mêmes ou pas? Pour ces par exemple avec des passages devant des étoiles et donc je pense que la définition d'une planète, c'est que c'est en orbite autour d'une étoile. Donc, tout ce qui va... Par exemple, Pluton, ça a été sorti du système solaire. Parce qu'en fait, elle n'orbite pas réellement autour du Soleil. Elle a une orbite qui est plus tournée sur les orbites de Neptune et d'Uranus. Et
Donc, en fait, je pense pas qu'il y ait de planète qui n'ait pas d'étoiles. Alors, ça peut être des comètes, des astéroïdes, des météorites, qui, pour quelle raison, je ne sais pas, auraient subi peut-être des transformations et des différenciations différentes qui nous poussent à penser qu'elles ont la forme d'une planète, la composition d'une planète, etc. Mais j'avoue que je ne sais pas du tout comment on observe ça en particulier. Pour connaître la composition chimique de ces objets, on fait de la spectroscopie principalement, ou alors on se base sur des échantillons de météorites qu'on trouve sur Terre. Mais voilà. Quand on détecte une étoile dans le ciel, comment on arrive à différencier une étoile qui est peu lumineuse d'une étoile qui est lointaine? Comment on arrive à calculer la distance par rapport à la Terre? La distance de l'étoile, Pardon. ça s'appelle l'astrométrie. C'est vraiment une discipline à part entière et il y a des missions en ce moment, dont la mission Gaïa, qui font des études complètes. C'est des télescopes qui sont envoyés dans le ciel et par des équations de mécanique céleste et de parallaxe et plein de principes de mesure qui arrivent à remonter la distance d'une étoile à nous. Tu vois la parallaxe, ce que c'est ou pas? C'est un des grands principes qui est utilisé pour mesurer un objet dans l'univers par rapport à la Terre. Mais j'avoue, je connais rien en astrométrie. Voilà. Si tu cherches astrométrie Gaïa, t'as un lien sur mon souvent. Ouais. Vous avez dit qu'une étoile était beaucoup plus brillante qu'une planète. Ouais. Les planètes, ça peut être brillant. Une planète, c'est brillant à cause de l'étoile. Par réflexion. Par réflexion, ouais. Et diffusion. Oui. Du coup, par définition, c'est forcément moins brillant que l'étoile qui crée, elle, la lumière. Oui. Jusqu'à quelle distance on a réussi à détecter une exoplanète? Alors, on ne sort jamais de la galaxie. Donc, je peux te donner une limite haute, mais je ne sais pas le nombre exact. Mais je sais que. Je ne connais même pas la taille de notre galaxie, mais je sais que le centre galactique, entre le système solaire et le trou noir du centre de la galaxie, il y a 8 kg par sec. Sachant qu'un parsec, c'est 10 puissance 15, 10 puissance 16 km. Donc, je pense que, disons que la galaxie fait 10 kg par sec. En fait, je pense que c'est beaucoup plus petit là où on a réussi à observer. Je pense qu'on a réussi à observer à 10 parsecs grand max. Ouais. Vous avez dit que la principale source de voir les planètes, ça réfléchit du coup la lumière des étoiles. Ouais. Mais du coup, en quoi ça influence la possibilité de la voir si elle est chaude ou jeune? Vous avez dit que vous pouvez principalement voir les. Si elle est jeune, elle est chaude. C'est lié. Et donc ça permet d'avoir mieux. Et donc ça dépend dans quel domaine de longueur d'onde. Je ne sais pas si tu as déjà vu la loi de Green en physique. Oui. Tu as une relation d'inversion entre lambda et t. Et donc plus ta planète va être chaude, plus ta longueur d'onde sera basse. Et c'est pour ça que jusqu'à présent on a principalement observé en proche infrarouge et donc on observait principalement des systèmes jeunes et des systèmes chauds. Je fais pas sérieusement. Oui. J'ai deux questions. Première question, comment on produit une thèse et où vous en êtes par rapport à une thèse? J'ai pas entendu ta première question. Comment on produit une thèse? Comment on produit ce que je fais de mes journées? Non, mais dans le sens où comment on arrive à écrire une thèse ou à finir une thèse. Ok. J'ai commencé en octobre, là. Du coup, j'ai pas trop avancé. Mais j'ai lu beaucoup d'articles. J'ai accumulé énormément de connaissances en exoplanètes. Mais du coup, je ne peux pas trop te répondre sur comment on écrit une thèse. J'ai fait des stages, j'ai essayé de faire un rapport de stage. Je me dis que c'est un gros stage. Peut-être que je vais faire un gros rapport de stage avec beaucoup de chapitres. Mais normalement, au cours d'une thèse,
on essaye de publier, en tout cas en astro, on essaye de publier un papier dans la revue publique scientifique, un papier par an. Et je crois qu'en général, ton manuscrit de thèse, il est constitué de tes papiers de thèse. Donc on peut se dire que tu écris ton manuscrit de thèse en 3 chapitres, 3 papiers. Peut-être. Et du coup, où j'en suis à... Du coup, j'ai dit qu'il fallait que je modélise la figure de diffraction de Miri pour les zones internes très proches de l'étoile. J'en suis à cette partie-là. Voilà. Et je discute beaucoup avec les gens qui me connaissent très bien. Mais... Si vous avez des questions sur mon parcours ou quoi, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, n'hésitez pas. Quand on met quand on utilise un télescope classique qu'on peut avoir à la maison, là, on voit une image. Les télescopes que vous utilisez, vous, ils ne donnent pas ça. Ça, c'est des images. Ah oui, c'est des images. C'est des images qu'on. Je peux vous Là, je pensais que c'était ça un peu la vue d'artiste, c'est-à-dire que votre image, c'était le graphique avec des petits trucs verts et rouges du début. Ouais. Et l'artiste, il est ça. Les petites méthodes. Ah oui, je sais, je vois. Ouais, le graphique. Ça. Non, ça c'est pareil, ça c'est reconstitué, c'est ça, il n'y a personne qui. Si, ça c'est des images, c'est des images réduites, mais quand on récupère une image du James Webb, elle n'est pas comme ça. Oui. Mais en faisant de l'analyse de données ok, je vais vous montrer des images. Ouais. On peut C'est très moche, vous allez très vite. Ok. Voilà, il y a une image qui sort du James Webb Space Telescope, c'est ça. Et en fait, c'est quasiment uniquement la figure de diffraction du télescope. Et donc, en réussissant à modéliser la coronographie et la figure de... En fait, il y a 2 choses différentes. Il y a la figure de diffraction du télescope et il y a la figure de diffraction créée par le coronographe. Et ces 2 figures-là, elles doivent être combinées pour qu'il n'y ait qu'une seule figure de diffraction finale qui ressemble à ça. Parce que vous savez qu'une figure de diffraction, avec un télescope avec des miroirs ronds, ça sort une tache d'airain avec des anneaux qui sont de plus en plus éloignés du centre. Et bien, le coronographe fait que ça crée... C'est un 4 cadrans, donc on voit bien les traits du 4 cadrans, les transitions du 4 cadrans ici. Et on voit bien le flux au centre, qui est le flux de l'étoile, qui est beaucoup plus important qu'à l'extérieur. Et alors à partir de cette image-là, on a aussi observé ce qu'on appelle un background, qui va être en fait tout ce qui est situé au background, derrière l'étoile, mais qui va polluer le signal. Du coup, je vais enlever le background, je vais avoir une image dont tout mon environnement autour de l'étoile ne va plus être pollué parce qu'il ne nous intéresse pas, genre des galaxies en fond, des étoiles qui ne nous intéressent pas, etc. Là, je pense que j'ai déjà fait. Et après, j'ai un gros code de simulation. Quand j'appuie sur un bouton, et ça me sort des disques, quoi. Et qui soustrait cette PSF-là. Et en fait, on reçoit, derrière cette PSF, il y a le signal astrophysique qui nous intéresse. Et donc, quand j'arrive à modéliser ma PSF et que je soustrais cette PSF à cette image, j'obtiens mon signal astro. Et ça donne des trucs... Je vois rien. Est-ce que je suis sur File là? Ouais. Là, je suis sur New. Ouais. Ça donne ça. Vous voyez que, en fait, le signal qui est là, on peut s'attendre à ce que ce soit le disque interne de l'étoile. Ça pourrait être un disque externe. Bon, malheureusement, je crois que c'est la figure de diffraction qui reste.
passe la réduction de données et comment on arrive à partir d'images moches à de jolies images. Bon, ben, on va s'arrêter là parce que c'est l'heure. Merci beaucoup.